Nous avons pris la route de paquebot pour rejoindre les chutes d'eau qui sont situées beaucoup plus à l'est. Et nous voilà arrivés à l'une des plus grandes attractions touristiques du voyage. Enfin, je pense que c'est même la plus grande attraction touristique. Ce sont les chutes d'eau ou les cascades de Banzok. Donc vous voyez déjà le parking, bus. Nous, on a laissé notre scooter au parking là-bas. Il y a une dame qui garde, c'est 10 000 dong hein, le stationnement. Bon, mon collègue, lui, il va absolument acheter un chapeau vert, un casque colonial vert qui est toujours porté par les Vietnamiens qui travaillent en général par les hommes. Les femmes portent le chapeau conique, les hommes portent ce casque vert. Il y a aussi parfois des uniformes de la police ou de l'armée. Faut acheter les billets, on va acheter les billets ici. Alors c'est 40 000 dong par personne, ça va faire 1,60 €, je sais pas combien. On va aller voir de plus près. On sent la grosse attraction touristique. Voici donc ces fameuses chutes d'eau. Les touristes affluent ici par car entier. Alors c'est pas la meilleure période pour visiter aujourd'hui. En tout cas c'est pas le bon jour, il fait pas beau. On a fait 100 km aujourd'hui, il a fait très froid. Bon, il a même eu un peu de pluie glaciale, mais vraiment de petites gouttes. Mais bon, la route était en bon état. Alors ça va. Très peu de voitures, très peu de circulation. On a été assez rapide pour faire ces 100 km. On va aller voir ces chutes d'eau maintenant de plus près. C'est l'une des plus grandes attractions touristiques de la région de Cao Bang. C'est la ville où on devrait aller dormir ce soir, je pense. Voilà les chutes d'eau. Et on peut faire une promenade en radeau pour 50 000 dong par personne et 1,80 €. Et de l'autre côté encore, évidemment c'est très touristique. Il y a des périodes de l'année où il y a plus d'eau que ça, en tout cas d'après les photos. Bon, déjà ça c'est pas mal. Alors nous sommes de ce côté de la rivière et de l'autre côté, eh bien c'est la Chine. C'est pour ça que nous ne pouvons pas traverser. Alors si on prend un bateau, le bateau je pense qu'il ne peut pas accoster de l'autre côté. Vous avez ici le drapeau vietnamien et là-bas le drapeau chinois. Et on voit la frontière, les grillages, les grilles là-haut. Alors je sais pas si j'imagine que ça doit être quand même surveillé parce qu'il est assez facile de passer d'une rive à l'autre. Alors d'un côté on a des frontières hyper surveillées, il y a plein de grillages, depuis là c'est facile de traverser la rivière. Mais j'imagine qu'il doit y avoir des caméras de partout qui nous surveillent. On va s'approcher d'un peu plus près. Pour se mouiller un peu. On va s'approcher le plus possible. Si vous m'entendez encore avec le bruit de l'eau, on n'entend plus grand chose. Il y en a encore là-bas. Après on va aller voir les plus grandes de l'autre côté. Alors, on va se prendre en selfie. Vous pouvez glisser, ça serait drôle. Alors on va laisser les chutes d'eau. On va revoir la Chine avec le bateau chinois ici. Et nous on va repartir à 60 km de là en direction de Cao Bang. Cao Bang c'est un peu plus loin. C'est la grande ville, mais à 60 km d'ici, il y a ce qu'on appelle l'œil du paradis ou l'œil du diable, ou enfin bref, il y a différents noms. C'est un gros trou dans un grand rocher. Donc on va aller voir ça, et ensuite on ira dormir à Cao Bang. Nous avons quitté la route principale qui mène à Cao Bang, 2 km en prenant le chemin là. Et on va arriver quelque part pour voir cet œil. Alors c'est l'œil de Dieu, l'œil du diable ou l'œil de ce que vous voudrez. Et on va vous faire découvrir ça tout de suite. Eh bien le voilà, l'œil de l'ange, l'œil de Dieu, l'œil du diable, de ce que vous voudrez, se trouve dans la montagne. Alors, mon courageux collègue avec son scooter de location, je précise, eh ben, il va tenter la descente et la remontée. Il va falloir peut-être que j'aille le pousser. Donc ce sont plutôt des scooters des villes, mais les Vietnamiens utilisent ça tout le temps. Ouais non, avec le mien je vais pas risquer. C'est la différence entre avoir un scooter de location et avoir son propre scooter. Non, je vais... Non, non, c'est... Pour moi, je sais pas comment il va remonter. Il va se prendre une gamelle. Là, ça fera que 5/5e, il s'est déjà pris 4 gamelles.
Alors, il a un scooter semi-automatique. Ici, c'est ce qu'il y a de plus fréquent au Vietnam. Ils sont moins chers que les automatiques. Ils sont assez faciles à utiliser. Bon, moi, personnellement, j'aime pas. Mais le problème, c'est que lui, même si c'est un motard, il a une grosse moto chez lui, il a du mal à utiliser le frein arrière. Parce que c'est une pédale à droite. Et vu que les scooters, c'est plutôt taillé pour les Vietnamiens, s'il laisse le pied en permanence sur le frein, il a les jambes un peu trop pliées. C'est pas super agréable. 2 Vietnamiens, je pense, que ce soit des touristes, sur le scooter. En tout cas, vu les chaussures, c'est sans doute des Vietnamiens qui sont pris une gamelle. 2 étrangers occidentaux qui vont essayer la descente. Il faut aimer le risque quand même. C'est pas pour tout le monde. Lui, il est arrivé. Il y a une moto qui est faite pour ça. Alors lui, il va avoir du mal. Bon, il vaut mieux avoir un scooter de location. Dur. Il faut dire que même les touristes locaux ont du mal avec les scooters à remonter. Les vrais locaux, les paysans, ils arrivent à remonter avec des gros sacs de je sais pas quoi. Et les plus jeunes qui se la pètent ont du mal quand même. Alors là, on vient du haut. Et ici en bas, on peut faire du camping pour les courageux. En fait, ça doit être sympa de faire du camping ici ou là-bas. Mais quand il fait chaud, là, il va faire 17-18 maintenant, 20 degrés. La nuit, ça va descendre. Et vu qu'il y a un bateau ici, ça veut dire que tout ça, en fait, c'est inondé. Pendant la saison des pluies, en fait, c'est de l'eau. On a un beau lac devant. Et bien, l'été, c'est parfait pour ceux qui veulent faire de la moto tout terrain ici. Un coin bien sympa. Ouais. Petite barque ici qui reste. Fameux monument local. Et voilà à quoi ça ressemble quand c'est inondé. Et voilà maintenant. Alors ici, on peut dire que c'est un géoparc de l'UNESCO. Alors ici, ils appellent ça l'œil de l'ange. Alors le premier obstacle là pour mon collègue à scooter, ça va être de monter ça. C'est une belle pente dans du sable. Bon, au pire, je lui dirais, il peut toujours descendre du scooter et le pousser et le prendre à la main. Et après la grosse montée là-bas, ça va pas être simple non plus. Bon voilà, ils vont tenter leur chance. Ou pas. Bon, il est bien monté, c'est bien débrouillé. Deuxième qui n'a pas pris d'élan. Oh, trop tard, fallait prendre de l'élan. Pas dans la merde maintenant. Aïe aïe aïe. Ah, je sens que ça sent la chute ça. Et voilà notre champion cascadeur qui revient. Watch cave. Oh. Tak blbě tady. Alors mon ami cascadeur va monter avec un obstacle sur la route, donc comment il va faire. Alors dans le sable là-bas où il est monté, il m'a dit que quand il est descendu, moi j'étais encore en haut, j'ai pas vu évidemment, il est tombé, il a glissé, mais il s'est rien fait. Bon, c'est un bon gaillard et il est bien équipé, il a un bon blouson, un bon pantalon, donc pour ceux qui aiment les cascades, il vaut mieux être équipé. Le scooter il fait ce qu'il peut. L'obstacle s'en va. Évidemment les locaux ils ont l'habitude, ils connaissent le truc. Et voilà. Où va-t-il se planter? Ah, il va y arriver. Je tiens qu'au sec. Yeah. Ah n'est-ce pas? Il n'est pas tombé. Et nous voilà donc arrivés à Cao Bang, la plus grande ville de notre voyage. Cao Bang by Night. On va essayer de retrouver quelque chose qui ressemble un peu au centre. Alors on retrouve toutes les grandes chaînes de café ici, qu'on trouve au Vietnam, comme où il y avait Highlands Café. Ici, le long de la rivière, dont je ne connais pas le nom. Bon, ça est beaucoup plus vivant que ce qu'on a vu, parce que la plus grande ville qu'on a vue pour l'instant, c'était Ha Giang et c'était assez mort. C'était une petite ville. Là, non, c'est vraiment une grande capitale provinciale. Alors, on va voir ce qui nous attend dans ce qui semble être un peu plus le centre. Mais là, il est 6h du soir, il y a encore des restaurants ouverts ici. Et il y a beaucoup d'hôtels. On va aller voir un peu plus loin. On a traversé le marché. Vous pouvez entre autres acheter de la viande de chien ou de chat si vous voulez cuisiner. Sinon, la ville, il a été assez bien
bien illuminé. Et nous, on va aller partir de ce côté, je pense. On va trouver à manger par là-bas. Kaohsiung by Night est une ville très animée. Derrière moi, on fait de l'aérobic chinois. On a mangé une excellente pizza comme en Europe avec une bonne crêpe. Ça fait du bien après 2 semaines de nourriture vietnamienne une fois de temps en temps, mais ça fait pas de mal de manger européen. Alors, on va rentrer tranquillement à l'hôtel, mais bon, en fait, il n'y a pas grand chose à faire ici, hein, le soir. Nouvelle nuit passée à Kaohsiung, cette fois dans un homestay. En fait, c'est vraiment plutôt un hôtel. Moi, j'ai pris une chambre, que voilà, chambre classique avec un bon lit. Salle de bain classique, comme partout, hein, avec les WC, la douche et le lavabo. Tout ce dont j'ai besoin. Alors, combien coûte cette chambre? Celle-là, c'est la plus chère hein, que j'ai eue, c'est 283 000 dong, ce qui fait un peu moins de 11 euros. On est en plein centre de Kaohsiung, donc on a pu aller facilement manger hier soir. Il y avait beaucoup de restaurants. Et maintenant, qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, moi, je dois emmener le scooter faire la vidange parce qu'on a atteint un peu plus de 1500 km, ce qui est préconisé par le constructeur, et le scooter est encore sous garantie. Donc, je vais aller au garage Honda. Comme ça, ils mettent toutes les informations dans le carnet d'entretien électronique. Alors, c'est à 2 pas d'ici. Et pendant qu'ils font la vidange, on ira prendre un petit déjeuner ou acheter quelque chose. Nous avons donc quitté Kaohsiung depuis cette route. Petit arrêt pour admirer la jungle. Et nous faisons route une centaine de kilomètres pour le lac Babé, dans cette direction. On n'a pas pris le chemin le plus rapide, mais le plus court. Mais c'est le plus intéressant normalement à voir. Toujours sur la route entre Kaohsiung et Babé. Ça fait 100 km, mais les 20 premiers kilomètres, c'était une très bonne route. Après, on est monté, on a bifurqué dans la montagne, on a passé plusieurs cols. Et entre la vague de froid, l'altitude et le vent glacial, je suis absolument frigorifié. Donc j'ai hâte d'être en bas. Mais là, on a commencé la descente et on va retourner dans la plaine. Alors, on ne voit pas très bien ici, mais il y a quand même de beaux paysages. Les rizières, c'est pas la saison, hein. Le riz a été coupé, mais pas mal de terrasses ici. C'est assez photogénique. Et puis de la route avec les arbres, on voit pas trop. Mais au moins, moi, j'apprécie. Bon, en tout cas, j'ai qu'une hâte, c'est d'arriver dans notre nouveau homestay, bien au chaud. Non, là, il fait vraiment trop froid. Bon, c'est pas la meilleure période non plus pour visiter la région, encore que si... Alors, comme on voit ici, sur la route, il y a énormément d'éboulements. La chaussée sur la droite qui est complètement effondrée. Bon, nous, ça passe. Mais si on avait été ici il y a 1 mois ou 2, eh bien, non, on n'aurait même pas pu prendre cette route parce qu'avec la pluie et les glissements de terrain, on n'aurait pas pu passer, tout simplement. Donc, il aurait fait certes plus chaud, mais on n'aurait pas pu passer. Bon, ben, on va continuer hein, sur la route avec le froid. Nous, on vient de par là-bas et enfin, on arrive dans la plaine. On n'arrête pas de descendre. Alors, je ne sais pas à quelle altitude on était, mais je pense qu'on était très haut. Et toujours hâte d'arriver. Mais là, il fait quand même beaucoup plus chaud. Hein. Et c'est tant mieux. Toutes les 2 heures, on s'arrête pour boire un jus de canne à sucre. Pressé sur place, quand une trentaine de kilomètres de notre hébergement. Petit problème, le pont est en construction pour traverser la rivière, mais heureusement il y a un radeau et on ne sait pas si c'est là en plus. Et nous voilà
voilà, finalement arrivé à l'hôtel après cette fin épique, la traversée en radeau de la rivière. Bon, la chambre standard, hein, c'est pas super génial. Mais la vue. Bon, là, ce sont des rizières, mais parfois c'est inondé. Le lac vient jusque là. Alors, c'est le lac de Babi. Nous sommes tout en haut. On a laissé les scooters en bas, parce que c'est un peu haut pour nous. Voilà, ici on est au calme. Il fait un peu plus chaud que dans les montagnes où on était, et c'est tant mieux. Là, on va se prendre, après ces 100 km à traverser 4 ou 5 heures de scooter, on va prendre une bière pour se reposer un peu. Et après cette longue journée sur les routes, le repas du soir, le dîner. Première fois qu'on a des frites. On va avoir du poulet, des nems, je sais pas ce que c'est, la viande là-bas. Haricots verts, omelette, c'est parti. Voilà, après avoir passé une bonne nuit, un petit déjeuner, crêpes, miel, banane, fruits du dragon. Et le soleil qui est revenu sur le lac. Et voilà un groupe de Français. Alors chacun son style de voyage, hein. Nous c'est le road trip à scooter. Eux ils ont le chariot pour les valises. Ils vont monter là, ils vont rejoindre le bateau j'imagine, ou un bus qui les attend. Bon après quand je serai à la retraite peut-être, hein. Non, jamais ça. Avant de repartir vers le sud, c'est-à-dire direction Hanoï, on se promène le long de la rivière qui mène jusqu'au lac. Un endroit tranquille avec des buffles. Alors évidemment ici c'est l'hiver, donc les champs ne sont pas encore labourés. J'imagine que ce sont des rizières. Il y a aussi des champs de maïs. Alors voilà, un endroit bien sympa. À 200 km de Hanoï, c'est le lac de Babé. Alors pour venir ici, évidemment, c'est pas simple de soit avoir son scooter, soit il y a des bus, mais ils mènent jusqu'à la ville de Babé, pas forcément ici jusqu'au lac. Sinon, il faut payer un taxi ou en groupe, un voyage organisé en groupe. On a vu des groupes de Français qui descendaient. Bon, chacun son style de voyage, en tout cas, scooter, pas de problème pour venir ici. Alors les femmes qui ramassent du sable dans l'eau, on a plaisanté avec elles, chercher de l'or, mais non, c'est pas de l'or, c'est que du sable. Alors hier, nous sommes arrivés par là. Évidemment, le pont, il n'est pas encore en service. Ouais, il y en avait un autre avant, hein, manifestement, mais ils sont en train de le changer. Il y en a qui ont du courage. Hier, on les a vus descendre sur le câble d'en haut. Il y a un pont en bambou pour passer à pied, et puis le radeau qu'on a pris hier pour traverser. Bon, en fait, le radeau, c'est cool, hein. C'est rien de spécial. Il est attaché par le câble, donc il risque pas de partir du côté du lac. Par contre, le pont, faut pas avoir trop le vertige, hein, j'aime pas trop ça. Oh, ça bouge. Je marche. Voilà où on est passé hier. Le bambou, c'est du solide, hein. Et je préférais le radeau quand même. Même avec le scooter, je préférais prendre le radeau que passer là-dessus. Après, c'est pas si profond, hein. Le camion qui va y mettre des poutres. Ah, que j'aime pas ça. Ils ont bien du courage, hein. Au moins, ils ont une grue pour monter ça. J'aimerais bien voir comment le camion va monter là, dans la boue. Tout ce qu'on peut mettre dans un bus, c'est pas seulement des voyageurs, mais il y a même un scooter dedans. On transporte le scooter, les boîtes. Alors je sais pas en cas d'accident par où sortent les gens, hein. Et me voilà donc arrivé à Tai Nguyen, à 70 km du centre de Hanoï où j'habite. Et dans cette chambre d'hôtel au style rétro. Oui, il y a un côté années 70, c'est pas mal. Alors bon, évidemment, le cadre de travers, ce n'est pas grave. Après, c'est propre, hein. Les draps sentent bon, ça a été changé. Par contre, la salle de bain, c'est pas ça. J'ai pris une douche. Alors évidemment, comme partout, hein, ici,
Vous avez le lavabo, la douche et puis là, les toilettes. Sauf que le trou où l'eau doit s'écouler de la douche, il est là-bas. Ici, l'eau stagne ici, devant l'entrée. Bon, c'est pas cool. Mais en tout cas, c'est bien pratique. Il y a l'eau chaude, ça marche. Il y a le Wi-Fi, dont je n'ai pas particulièrement besoin. C'est l'hôtel le plus cher du voyage. Et j'ai rien trouvé de mieux, hein. C'est vraiment le moins cher que j'ai trouvé sur Booking. Ni dans la ville, ni dans les environs, il n'y avait rien. Bon, après, c'est pas si cher que ça non plus. Alors là, je suis seul parce que mon compagnon de voyage, il a voulu faire un détour. On s'est arrêté pour boire un café, puis il restait 50 km à faire. C'était la route horrible. Il y avait énormément de voitures, camions, autobus, scooters. Assez dangereux. Alors la circulation dans cette ville, j'ai l'impression que c'est encore pire que Hanoï. Il y a quasiment autant de véhicules, mais la différence c'est qu'ils roulent beaucoup plus vite. À Hanoï, on roule très lentement. Alors qu'est-ce qu'il y a à visiter dans cette ville? À ma connaissance, pas grand chose. C'est vraiment pour dormir avant de repartir pour Hanoï demain. Jusqu'à présent, on a eu énormément de chance. Les routes étaient quasiment désertes pendant tout notre périple. Et puis là, les 50 derniers kilomètres, et puis ce qui restait à faire pour rejoindre Hanoï, ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, ne nous plaignons pas. Jusque-là, tout s'est bien passé. Il ne reste plus qu'un jour. Alors, pas d'accident, à part la fois où mon collègue m'a renversé parce que c'était moi ou le serpent. Bon, c'était moi. Mais bon, il n'y a eu pas eu vraiment de dommages, hein. Ça n'a pas coûté grand-chose. Le petit cash que j'ai fait remplacer, 150 000 donc, pas de problème. Alors espérons que demain, tout se passe aussi bien. Et me voilà donc rentré à Hanoï, le temps de faire un bilan de ce voyage, de ce road trip de 2 semaines. 2 semaines, 1600 km. Mes fesses les ont bien senties. Si j'étais parti tout seul ou avec mon amie vietnamienne, on aurait sans doute fait un peu moins. Mon idée c'était plutôt de partir, de faire 2-3 heures de scooter, ensuite d'aller marcher, faire un peu plus de randonnée. Mais mon compagnon de voyage, lui, c'est vraiment le motard qui voulait faire son road trip, 6-7 heures de scooter par jour. Donc on en a bien bavé. Alors notre circuit, le voilà, 1600 km. Le retour de Tay Nguyen vers Hanoï, c'était affreux. Grande route, énormément de camions, de voitures. C'est assez dangereux. Je crois que c'est 70 km. Mais bon, j'avais hâte de rentrer, de me reposer enfin au calme. Alors, le bilan, qu'est-ce que j'ai aimé et pas aimé? En fait, c'est sans surprise pour moi. Je savais bien que tout le nord, les montagnes, certains adorent ça. J'ai un peu moins aimé parce que ce qui m'a gêné ici, c'est tout ce que je n'aime pas, ce sont les groupes de touristes. C'est vraiment du tourisme de masse. Toutes ces motos qui passent en trombe. Et encore, pendant notre séjour, ils ne mettaient plus la musique, mais je sais qu'il y a encore quelques mois auparavant, c'était la musique à fond entre la première et la dernière moto, c'était horrible. Pourquoi je n'aime pas ça? Déjà, ça dérange le bruit. Et ensuite, les locaux, on voit qu'eux non plus, ils n'aiment pas ça. Partout où on était ailleurs, on était toujours bien accueillis avec les sourires. Les gens venaient vers nous systématiquement. Tous les enfants nous disaient bonjour. Et surtout les filles, toujours avec un très grand sourire. Avec les garçons, on ne savait pas trop s'ils voulaient jouer ou pas. Mais vraiment, tout le monde nous disait bonjour. Là-bas, au niveau de cette boucle de Razang dans le nord du pays, non, les gens complètement indifférents. Je pense qu'à part ceux qui avaient quelque chose avant, les autres en ont vraiment marre des touristes. Bon voilà. Alors si vous aimez la haute montagne, que vous êtes motard, vous aimez les virages, ça peut être intéressant. Si vous n'êtes pas motard, si vous n'avez pas le permis, là, en l'occurrence, nous on avait le permis, mais on a rencontré d'autres personnes qui se sont fait arrêter. Et les pauvres, ce sont des Canadiens ou des Australiens qui n'ont pas le bon permis international, ils ne peuvent pas l'avoir. Donc ceux-là, même s'ils ont un permis moto, même s'ils sont des motards professionnels, ils ne peuvent pas conduire un scooter ou une moto au Vietnam. Donc malheureusement pour eux, bien ceux-là ont dû payer l'amende. Celui qu'on a rencontré, c'était 2 millions, mais maintenant, depuis le 1er janvier 2025, c'est beaucoup plus cher les amendes ici pour les infractions. On va plutôt aller vers les 200-300 euros, j'imagine maintenant. Donc à vous de voir si vous voulez le faire derrière ce qu'on appelle les Easy Riders, ce qu'on a vu. Franchement, les gens qui étaient assis derrière, ils n'avaient pas l'air super contents. La moto qui roule à fond comme ça, ils étaient complètement gelés. Ils s'arrêtent tous au même endroit, au point de vue, tout le monde descend, aller prendre la photo, prendre un café, on repart dans 10 minutes. Bon. Voilà. Nous, on a fait quelque chose de complètement différent. On est sorti des sentiers battus, des routes principales. On a roulé plus lentement. Quand quelque chose nous intéressait, eh bien, on s'arrêtait pour voir. On a essayé de discuter avec les gens. Alors évidemment, c'est pas seulement la barrière de la langue, mais autant ici à Hanoï, j'ai pas de problème pour communiquer. Et dans le cadre de mon travail, je suis en contact avec de nombreux Vietnamiens qui, s'ils ne parlent pas français, parlent déjà anglais. C'est facile de communiquer avec eux parce qu'ils connaissent déjà la culture occidentale. Mais quand on se retrouve à la campagne, il n'y a pas seulement la barrière de la langue avec des gens qui n'ont jamais fait d'études, qui ne savent pas comment le monde fonctionne. C'est plus compliqué.
mais ça n'en est pas moins enrichissant et la possibilité de voir vraiment comment les gens vivent, ce que vous ne voyez pas quand vous faites un voyage organisé. Sur les destinations elles-mêmes, à part Azang que j'ai un peu moins aimé, mais bon c'était bien quand même, hein, je ne regrette pas, je suis content d'avoir fait. Toutes les autres j'ai adoré, c'est exactement ce que j'aime avec ces paysages vietnamiens, que ce soit le premier lac, là dans la province de Yen Bai, ou plus tard ensuite du côté de Cao Bang, avec ce rocher, avec ce trou, ou encore le lac de Ba Be, vraiment un endroit très calme. Pour la saison, c'était à la fois la bonne et la mauvaise saison. La bonne saison parce qu'il n'y avait pas de pluie torrentielle comme il y a eu quelques mois avant où toutes les routes étaient coupées. Il y a eu le typhon Yagi en septembre 2024, beaucoup de routes s'étaient effondrées, beaucoup de touristes dans la région de Razang s'étaient retrouvés bloqués, des camions étaient venus les chercher. Donc c'est le problème, on ne peut pas tout avoir, mais là le faire en novembre, alors l'idéal c'est peut-être encore fin octobre, début novembre. Normalement, si tout se passe bien, les routes ont déjà été remises en état et il fait encore assez chaud. Là, il y a eu une vague de froid, on est parti, il faisait 30 degrés à Hanoï, on est revenu, il faisait 20 degrés. Mais dans les montagnes, 12 degrés, et là j'étais vraiment frigorifié, je n'étais pas suffisamment équipé, c'est arrivé d'un seul coup comme ça, donc il faut penser à ça. Et vous avez vu aussi sur les vidéos, les couleurs c'est pas génial, là c'est parce qu'il y avait tout le temps c'était couvert, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Et puis voilà, quand vous avez des rizières qui sont bien vertes, c'est beaucoup plus photogénique, il y a de plus belles couleurs. Là, il n'y avait plus de rizières, elle n'était même pas labourée, donc tout était sombre. Donc voilà, ça dépend ce que vous voulez voir. Donc finalement, peut-être la meilleure période, c'est quand ils plantent le riz. Alors ça dépend où exactement, mais je pense que ce serait à partir d'avril-mai, mais période à laquelle commencent les pluies. La période des pluies, l'été, c'est pas un si gros problème que ça. Lorsque vous ne sortez pas trop des sentiers battus, vous restez sur les grandes routes. Alors c'est pas un problème parce qu'il pleut pendant 1 heure, puis ça s'arrête, vous avez le soleil. Mais quand c'est dans la montagne, il pleut vraiment beaucoup, vous avez des glissements de terrain, beaucoup d'effondrements, d'éboulements, etc. Ça peut être compliqué pour la circulation. Donc si vous avez le temps, pourquoi pas, si ça ne vous dérange pas d'être resté bloqué pendant plusieurs jours à un endroit. Et ça peut être une bonne période aussi. L'inconvénient d'été, c'est aussi la chaleur. Là, on a apprécié, d'accord, il faisait froid. Mais la première partie du voyage, il faisait autour de 25 degrés sur le scooter, c'était vraiment agréable. J'ai fait d'autres voyages, vous avez vu peut-être d'autres vidéos. Au mois d'août, par exemple, et là, il fait vraiment très très chaud, même sur scooter. Pas seulement par rapport à la police, aux assurances, mais même pour vous, pour votre sécurité. D'un autre côté, à l'exception du dernier jour pour rentrer sur Hanoï ou du premier jour pour quitter Hanoï, il y avait très peu de voitures, très peu de camions, très peu de bus, très peu de scooters sur la route. Donc en fait, les routes ne sont pas si dangereuses que ça. Les routes du nord ne sont pas si dangereuses que ça dès lors que vous arrivez à vous éloigner à au moins 100 km de Hanoï. Mais dans un rayon de 100 km autour de Hanoï, ça reste quand même assez dangereux. Alors si vous ne pouvez pas conduire de scooter, de moto, il vous reste d'autres options. Hein. Vous pouvez partir en bus, puis ensuite emprunter des vélos. Certains le font, alors il vaut mieux peut-être pas choisir des régions très montagneuses. Si vous avez les moyens, où vous êtes suffisamment nombreux, vous pouvez louer un grand taxi avec un guide. Il y en a beaucoup qui font ça aussi. Alors évidemment, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même expérience. Je n'ai jamais fait ça au Vietnam, mais j'ai fait dans d'autres pays comme au Myanmar, en Birmanie, ou au Sri Lanka par exemple. L'avantage c'est qu'on vous emmène exactement là où vous voulez en théorie, mais après il y a toujours des arrêts obligés, il faut toujours tenir compte du chauffeur, c'est toujours délicat de demander arrêtez-vous là, je voudrais prendre une photo. On est un peu plus libre quand même quand on est à scooter. Bon, après vous avez évidemment les voyages organisés, on en a vu au lac de Ba Be, un couple de Français, alors là c'est peut-être pour les personnes qui ne sont pas capables d'organiser elles-mêmes leur voyage, qui aiment voyager en groupe, c'est bien peut-être pour les retraités. Bon, je sais que c'est pas pour moi. Voilà ce que vous pouvez faire, et puis au pire, si vous tenez absolument à faire cette boucle de Razang, et que je ne recommanderais pas moi personnellement de la faire comme ça, c'est de la faire avec les Easy Rider, donc ces motos. Vous achetez le voyage à Hanoï, on vous emmène en bus à Razang. Là, vous êtes intégré à un groupe avec des chauffeurs sur la moto, et puis pendant 3 jours, vous êtes derrière, puis vous regardez comme ça le paysage, si vous y tenez. Mais franchement, moi je ne le ferai pas. C'est ma dernière vidéo de voyage pour l'immédiat. Je vais reprendre la série de blogs sur l'expatriation au Vietnam, puisqu'on commence à me poser pas mal de questions et que c'est un sujet qui intéresse beaucoup plus. Quand je regarde le nombre de vues, quasiment personne ne regarde ces vidéos de voyage. Par contre, dès qu'on parle d'expatriation, là ça intéresse plus. Donc je vais reprendre ce thème. Eh bien, ne manquez pas la prochaine vidéo qui sortira d'ici quelques semaines. Je vous dis donc au revoir et à bientôt.